Bien, comme chacun peut le voir, nous sommes au bistrot, devant l'Assemblée nationale. Dans quelques minutes, nous allons nous rendre dans une salle de l'Assemblée nationale pour être auditionnés en tant qu'organisation, association laïque sur le problème du voile intégral, de la burqa et le cas échéant de la nécessité de légiférer pour interdire ce genre de choses. Nous sommes en forme. Regardez bien, l'Assemblée nationale est comme d'habitude. Il n'y a toujours pas marqué liberté, égalité, fraternité. Je pense qu'il faut qu'on continue de manière déterminée notre travail, sans nous laisser détourner ou perturber par les aléas étatiques ou médiatiques, mais nous voulons vraiment déboucher sur des préconisations qui soient les plus fortes et les plus percutantes possibles. Aujourd'hui, nous organisons une table ronde avec les associations de défense de la laïcité. Au nom de quel principe pourrait-on interdire le port du voile intégral? Ne risque-t-on pas la critique de vouloir imposer un nouvel ordre moral? Marc Blondel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, permettez-moi, compte tenu de la façon dont vous avez présenté les choses, une petite observation. Nous sommes venus pour vous exprimer la pensée de la Fédération nationale de la libre pensée sur la question. Nous ne sommes pas venus participer à une table ronde qui pourrait s'accompagner ensuite d'un échange de vues et de cas échéants contradictoires entre les organisations respectives et les honorables parlementaires. Je dis tout de suite que je ne me prêterai pas à ce petit jeu. Nous venons, nous, amener notre contribution. Le législateur en fera ce qu'il veut, mais je reste dans cette position. Mesdames et messieurs les parlementaires, vous avez donc sollicité l'avis de notre association sur la question du port de la burqa dans la rue. Je dis bien du port de la burqa dans la rue. Indiquons tout d'abord notre étonnement que l'on puisse discuter de ce vêtement sans débattre de tous les autres vêtements prescrits par les autres religions. Nous tenons à préciser que pour les libres penseurs que nous représentons, il est indéniable que le port imposé de la burqa ou du niqab est un symbole de l'oppression, c'est clair. Mais en quoi le port de la soutane pour les prêtres, de la robe de bure pour les moines, de la robe et de la cornette pour les religieuses, du streitman, du spotnik, voire du kaftan pour certains juifs, est-il moins ou plus oppressif que le port de la burqa pour certaines musulmanes? Rappelons que ce sont toujours, et je le regrette, les dictatures qui ont voulu imposer un mode de vie et des modes vestimentaires. Je me permets de rappeler, mais c'est sans limite, en 1872, le tsar Alexandre II a interdit en Pologne, alors sous occupation russe, le port des papillotes et des longs manteaux. C'était le costume traditionnel pour les juifs. Le code civil de Napoléon Ier interdisait le port du pantalon pour les femmes. De 1967 à 1974, à la Grèce des colonels, on a interdit les cheveux longs, voire la mini-jupe. L'histoire regorge de ces tentatives que je considère pour ma part comme totalitaires de vouloir régenter la vie des gens. Il nous semble qu'interdire le port de la burqa, dans ce que nous considérons comme étant la sphère privée, est attentatoire aux libertés individuelles et démocratiques. Il semble aussi que nous soyons désormais dans une logique qui tend à restreindre toujours davantage la liberté de comportement des personnes. La population est toujours davantage surveillée, contrôlée, fichée. L'histoire montre aussi qu'en renforçant sans cesse les pouvoirs de ceux qui détiennent le pouvoir, on diminue toujours les libertés démocratiques des citoyens. Les élus républicains que vous êtes ne peuvent être insensibles à cet environnement. Et maintenant, la puissance publique voudrait décréter comment les gens doivent s'habiller dans la rue. Notre pratique de l'engagement politique et militant nous conduit ensuite à nous interroger. Comment ferez-vous appliquer cette décision en cas de refus des personnes? Une telle décision est à la fois inapplicable et source d'affrontements considérables.
Le rôle du législateur n'est pas d'allumer les brûleurs, mais de permettre que chacun puisse vivre en paix selon ses choix et ses éventuelles convictions. Libre penseur, partisan du libre examen, pour nous, le concept ne doit jamais précéder la preuve. Nous récusons les acrobaties juridiques de ceux qui, voulant interdire la burqa, et la seule burqa, je le rappelle, pour les femmes musulmanes, en viennent à inventer des catégories juridiques aussi fumeuses qu'inexistantes. Permettez-moi une petite digression. Ainsi, certains tentent de remplacer la notion de sphère publique et privée par la notion d'espace public et privé. La loi de 1901 a codifié la sphère privée et la loi de 1905 a délimité la sphère publique. Cette tentative de substitution lexicale n'est pas neutre. Le mot sphère, qui, je le rappelle en géométrie, est une figure correspondant à une surface fermée et qui a, au sens figuré, est donc limitée. Une étendue restreinte. Alors que l'espace, qui est philosophiquement, serait un milieu idéal, indéfini. C'est par exemple l'immensité de l'espace céleste ou du champ de l'imagination. L'espace est indéfini par nature. En inventant littéralement la notion d'espace public dans lequel devrait s'appliquer la laïcité, uniquement d'ailleurs pour les musulmans, on élargit tellement le principe de laïcité qu'on le rend inopérant. En étant partout, la laïcité ne serait plus nulle part. La laïcité est une frontière. Avec de telles dispositions, on abolirait cette frontière qui est la garantie de la liberté de conscience pour tous. Ce serait appliquer la définition théologique du Saint-Esprit à la nécessaire séparation des églises et de l'État. La circonférence est nulle part, le noyau partout, et l'esprit souffle où il veut. Je rappelle, si vous me permettez, que la laïcité n'est pas une philosophie, ni un art de vie, sinon elle s'apparenterait à une religion. C'est un mode d'organisation politique des institutions. Elle vise, par la séparation des églises et de l'État, la loi 1905, à distinguer institutionnellement le domaine de l'administration et des services publics du domaine privé et la vie des citoyens. La laïcité, comme principe politique d'organisation, s'applique aux institutions et non aux individus. C'est une claire distinction, mise en œuvre par la loi sur la liberté d'association du 1er juillet 1901 et par la loi du 9 décembre 1905, qui garantit la non-ingérence des conceptions métaphysiques dans le domaine public, pour mieux garantir la liberté d'opinion et de comportement dans le domaine privé. Dans cette acception, il est logique, républicain et laïque, d'interdire tout signe d'appartenance religieux à l'école publique, et pour les agents des services publics. C'est ce qu'ont fait la loi Goblet en 1886, la loi de 1905 et les circulaires de Jean Zay en 1936 et 1937. En revanche, la loi n'a pas à dicter les modes vestimentaires dans le domaine privé ou tout autre comportement, tant que ceci ne menace pas la vie d'autrui. Une précision avant de répondre à vos questions éventuelles. Comme aucun ne l'ignore, nous sommes à la libre pensée intéressés par l'évolution sociale. Et c'est ainsi que nous nous prônons et revendiquons l'égalité des droits, y compris entre sexes. Nous estimons alors qu'il appartient aux femmes seules, de déterminer leur comportement. Pour terminer, avec mes excuses pour cette observation, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur, nous voudrions faire part de notre étonnement quand nous avons appris que la Ligue de l'enseignement et la Ligue des droits de l'homme n'avaient pas été invitées et ne seraient pas invitées pour être auditionnées par votre mission parlementaire. Elles nous ont demandé de vous faire part de leur profonde identité de vue avec notre fédération et elles restent à votre disposition. Voilà, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur, ce que nous eussions aimé préciser au nom de la Fédération nationale de la libre pensée. Je vous remercie de votre attention.